Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour et bienvenue en ce lundi. Merci d'être avec nous. Avec donc ce matin un programme habituel, 3 parties dans cette émission que nous faisons, vous le savez, en coopération avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes radios qui sont 130 radios réparties sur tout le territoire français qui sont nos partenaires et avec TV5 Monde, le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter. Et puis après la météo, c'est Territoire d'Info et l'invité politique ce matin c'est Aurélien Taché, député La République En Marche du Val d'Oise qui est notre invité en direct sur ce plateau. Enfin la troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve à tout de suite. Dans l'actualité ce matin, attention au départ à Nice. Le grand débat s'invite en gare. C'est la dernière ligne droite pour ce grand débat. Et afin de recueillir la parole et les doléances, un stand de proximité s'est installé en gare de Nice-Ville. L'objectif, permettre à chacun de donner son avis sur les thématiques du débat, même si vous n'êtes que de passage. Reportage signé Azur TV, notre partenaire. En arrivant en gare de Nice-Ville, les voyageurs pouvaient faire une halte inédite. Dans le cadre du grand débat national, un stand de proximité s'est installé dans le hall SNCF. L'objectif, permettre à chacun de donner son avis sur les thématiques du débat. Le but de ce stand en particulier, c'est de pouvoir doubler en fait, les personnes qui n'ont pas pu donner leur contribution sur Internet et de pouvoir aller les solliciter en direct. Quand on voit le nombre de personnes qui viennent et qui passent en gare, ce sont la plupart du temps des personnes qui n'ont pas osé le faire en ligne, qui n'ont pas osé contribuer en ligne et qui se disent que justement en ayant le stand sur place, ça leur permet de contribuer. Sur place, la parole du public est recueillie par des étudiants. Organisation de l'État et services publics, transition écologique ou encore la fiscalité et les dépenses publiques. Par le biais de questionnaires numériques ou papier, les passants peuvent prendre part au débat. Ça fonctionne à la fois selon 3 critères. En fait, on a la possibilité de donner son avis en ligne par la création d'un petit profil. On peut aussi remplir un questionnaire papier avec des questions guidées ou alors faire des contributions libres sur papier. J'ai vu qu'il y avait un grand débat. J'ai 1 heure et demie devant moi. Pourquoi pas ne pas participer au grand débat? Moi, c'était sur la fiscalité, les impôts, tout ce qui, enfin, ça engendre les impôts directs, les impôts indirects. Donc les impôts directs, l'impôt sur le revenu, la TVA que tout le monde paye, les impôts indirects, la taxe d'habitation, suivant l'endroit où on habite et tout ça. Enfin, taxes foncières aussi, enfin toutes ces taxes. Une fois le questionnaire rempli, ils sont envoyés au niveau national et informatisés. Ensuite, les réponses seront analysées. En parallèle, chacun peut continuer à participer au grand débat jusqu'au 15 mars prochain. Voilà, on part maintenant en Bretagne, dans ce JT des territoires à Lorient qui traque les nuisances sonores. Courant mars, 124 capteurs vont être ainsi déployés sur la ville pour déterminer les nuisances liées au bruit. Un questionnaire est également distribué depuis début janvier dans les boîtes aux lettres des quartiers les plus fréquentés. C'est un reportage de Karine Chevrolier pour la chaîne TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire en Bretagne. 124 capteurs sonores déployés dans les rues de Lorient dès le mois de mars. Fixés sur les éclairages publics, ces petits boîtiers vont permettre de déterminer scientifiquement les nuisances liées au bruit. Les données vont être remontées à un centre d'analyse de façon à pouvoir faire un diagnostic permanent jusqu'à fin 2020, c'est la période d'expérimentation, et de pouvoir dégager des tendances en fait, de façon ensuite nous à pouvoir corriger nos politiques, ou pouvoir rectifier des choses de façon à contribuer à la qualité de vie et diminuer la pollution sonore au centre-ville de Lorient. En marge de ces analyses, un questionnaire distribué depuis début janvier dans les boîtes aux lettres des quartiers les plus fréquentés. Et pour 54% des 200 Lorientais ayant déjà répondu, la circulation est la première nuisance sonore. On sait qu'on a de la nuisance liée aux fêtes le soir, aux bars, etc. Mais ce qui ressort en priorité, c'est la nuisance sonore liée au trafic routier. Donc on part vers une optique à généraliser la vitesse à 30 km/h sur la ville, ce qui va permettre à baisser la nuisance sonore.
Diminution de la vitesse, mais également réfection de chaussées et refonte de trottoirs pourraient être envisagées afin de réduire l'impact sonore des voitures. Selon un sondage TNS Sofres, le bruit dans les agglomérations rendrait très irritable 25% des personnes interrogées, 20% voudraient même déménager. Et puis le Salon de l'agriculture a fermé ses portes dimanche, l'heure des bilans et aussi des récompenses. À tout juste 16 ans, Johanna Richard a remporté le titre de meilleure pointeuse de France pour la race charolaise. Les pointeurs sont là pour identifier les meilleurs animaux qui serviront notamment à la reproduction. Une consécration pour la jeune fille qui lance idéalement sa carrière. Michel Weiss pour Via Mirabel est allé à sa rencontre. Ce trophée, elle en est fière. Il y a quelques jours encore, Johanna vivait un rêve éveillé au Salon de l'agriculture. La jeune fille de 16 ans, en lice pour le concours du meilleur pointeur de race, s'est alors brillamment imposée face à une quarantaine d'autres concurrents, pour la plupart beaucoup plus expérimentés. Je me suis retournée du coup vers ma camarade comme j'étais juste devant elle. Et elle a fait donc un signe pour me dire comme quoi je suis première et tout. Et je suis énormément émue parce que justement il y a mes parents qui étaient là. Il y avait aussi mon grand-père, donc c'était encore plus de l'émotion, quoi. Johanna était vraiment dans sa bulle. Je la voyais au moment du concours concentrée, elle n'entendait plus ce qu'il y avait autour. Et je pense qu'elle a vraiment appliqué tout ce qu'on a appris jusque-là, toute la préparation à fond. Et c'est ce qui lui a permis de l'emporter. Johanna a l'œil pour mesurer chaque partie d'une vache à partir d'un animal témoin. Une procédure essentielle dans une exploitation pour évaluer les bêtes, mieux les utiliser et les vendre. Avec ce titre, la jeune élève de seconde lance idéalement sa carrière. Ça représente une lueur d'espoir pour les agriculteurs. Pourquoi dire en plus une femme? Il n'y en a pas beaucoup. Alors pour dire comme quoi, en plus il y a des jeunes et en plus c'est des filles qui reprennent la relève. Alors pour eux, ça peut être bien. C'est un grand soulagement pour dire voilà, l'agriculture elle est toujours présente. Elle sera toujours là. Des étoiles plein les yeux, Johanna promet qu'elle retentera sa chance l'année prochaine pour briguer encore un nouveau titre. En Isère, c'est le compte à rebours à 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de football. Les meilleures joueuses de foot débarqueront en France pour le mondial féminin. Les 8 sites français retenus pour cet événement, dont Grenoble, ont voulu marquer le coup et quelques buts pour l'occasion, en lançant avec un peu d'avance les festivités sous le regard de la mascotte Eti. Un reportage de Lina Badrérine pour Télé Grenoble, notre partenaire. 100 jours avant le lancement de la Coupe du Monde féminine de football, 100 buts à marquer pour dévoiler l'affiche du territoire. Toutes et tous étaient invités à tirer dans le ballon pour cette séance de pénalty et se préparer à voir rayonner le sport féminin. Comment vous l'attendez cette Coupe du Monde ? On est quand même pressé parce que c'est en France et c'est aussi à Grenoble, donc ça fait plaisir de se dire qu'on va recevoir des matchs, qu'on va pouvoir aller en voir, parce que c'est dans, on va dire entre guillemets, notre club. On passe du temps au stade et là on voit qu'il y a de grandes nations qui vont venir, ça fait plaisir. C'est la mascotte Eti qui a été désignée gardienne de ses tirs au but et elle ne se laisse pas faire. Ouais, elle fait des sacrés arrêts. Elle fait des meilleurs arrêts que nos gardiennes, alors qu'elle fait quand même de beaux arrêts. Et c'est bon, après, il y a des buts qu'elle pourrait arrêter, je pense, la mascotte. Mais il y a certaines fois où elle va nous arrêter un coup du scorpion, alors que c'est pas une frappe facile. Non, c'est drôle, c'est sympa. Pour cette Coupe du Monde, la métropole grenobloise accueillera 4 matchs de poule et un 8e de finale. Brésil, Jamaïque, République de Corée, Nigeria, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie se succéderont sur la pelouse du Stade des Alpes. On est très fiers d'accueillir et de bien accueillir, tout simplement pour que cet événement soit un très bel événement, qui nous donne le rayonnement international nécessaire, que ça soit un beau moment de sport, que ça ancre la place des femmes dans le sport et dans la société, et que ça permette au tissu économique local de bien travailler, tout simplement. Et après 100 buts dans les filets, voici l'affiche du territoire qui a été dévoilée. Voilà, vous passez peut-être vos vacances d'hiver dans les stations de ski des Hautes-Pyrénées. La Matra Snow Cross est peut-être faite pour vous. Pédaler dans la neige, au pied des pistes de la station de Val-Louron, c'est une course que propose Matra, une marque française de vélos spécialisée dans l'assistance électrique. Les explications de Sarah Tuonet de Via Occitanie, regardez. 3, 2, 1...
Pédaler dans la neige au pied des pistes de ski, c'est une animation proposée par une marque de vélo française spécialisée dans l'assistance électrique. Pendant 2 jours, la station de ski de Val-Louron dans les Hautes-Pyrénées accueille donc la Matra Snowcross, une course ouverte à tous sur de gros vélos, des fat bikes spécialement conçus pour la neige. On est dans une station familiale, donc on arrive à bien démontrer que le vélo à assistance électrique, il n'y a pas d'âge pour en faire. Là, on est sur un vélo qui est quand même assez accessible. On est sur un fat bike, mais on essaie de créer quelque chose d'assez ludique après ski ou avant ski, puisqu'aujourd'hui on est sous le soleil. Donc il vaut mieux le faire le matin. Et que l'on soit un expert du VTT ou un cycliste du dimanche, les premiers coups de pédale ne sont pas évidents. C'est plus le problème de la neige qui est ultra changeante. Entre la montée qui est dure et la descente où la neige est molle, l'adhérence est complètement différente et c'est trompeur. Pour participer à la Matra Snowcross, pas besoin d'être très équipé. Une paire de gants et un casque suffisent pour partir à l'assaut de cette piste de 400 mètres. Et avec la neige, que ça soit dans les virages ou sur les bosses, les sensations sont garanties. Les sensations elles sont un peu mieux du fait que ça glisse un peu plus aussi. Et voilà, c'est sympa notamment en descente. L'assistance électrique qui est un bon aide à la montée. Et puis en descente, ça permet aussi de relancer plus rapidement. Au-delà de cette course ludique, la vallée du Luron développe le vélo sous toutes ses formes. Et surtout, veut pratiquer le vélo tout au long de l'année. Je pense qu'aujourd'hui, les gens cherchent vraiment une variété d'activités dans les stations de montagne. Alors l'activité ski reste l'activité principale hivernale dans nos vallées, mais le vélo prend sa place, une place très importante au cours de l'été, mais aussi une place l'hiver, pendant les vacances de Noël. La Matra Snowcross revient à Péragudes les 6 et 7 mars. 2 gagnants de chaque étape seront sélectionnés pour aller à la finale à Avoria. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec les unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. On en parlera tout à l'heure avec Jean-François Beige du Courrier du Parlement qui est avec nous. À la une de la Marseillaise, l'Algérie et le maintien d'Abdelaziz Bouteflika. Saveria, bonjour. Bonjour. À Marseille, 1 millier d'Algériens se sont rassemblés contre une 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Le peuple vomit le pouvoir algérien. Prenez votre argent, dégagez. On veut juste notre dignité, ont scandé les manifestants. Abdelaziz Bouteflika qui a déposé hier soir sa candidature. Il s'est toutefois engagé, s'il est élu le 18 avril, à ne pas aller au bout de son mandat, à se retirer à l'issue d'une présidentielle anticipée. L'annonce de cette candidature a été accueillie par des marches de protestation nocturnes partout dans le pays. Un appel à la grève générale a été lancé pour aujourd'hui. Et puis dans l'actualité, c'est à la une du Dauphiné libéré, l'engrenage de la violence à Grenoble. Voilà, 2e nuit d'émeute à Grenoble, dans le quartier Mistral. 2 jeunes de 17 et 19 ans sont décédés à scooter dans la nuit samedi à dimanche alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Ils roulaient sans casque et sur un scooter volé. Ce drame a entraîné des émeutes toute la nuit dans ce quartier de Grenoble où ils habitaient. Une caserne de CRS a notamment été prise pour cible. Hier soir, les émeutes ont repris avec des voitures brûlées et des affrontements avec la police. Et puis à la une des dernières nouvelles d'Alsace, des journaux du groupe Ebra, c'est composé avec le loup. Oui, le loup. Quelle place pour le loup dans le massif vosgien? Le loup est une espèce protégée de retour en Alsace et dans les Vosges en petit nombre. Il faut rassurer les éleveurs inquiets pour leurs troupeaux. Un peu plus d'1 siècle après sa disparition, le loup est bien de retour en Alsace. Une attaque s'est produite la semaine dernière. C'est à Allan, en Meurthe-et-Moselle. Un éleveur a retrouvé 3 agneaux et 2 chèvres égorgées. Les experts sont formels. Il s'agit bien d'un loup. Avec une très belle photo de ce loup. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, à la une du Courrier de l'Ouest, ce sont les plaques corses qui sont plébiscitées en Anjou. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De plus en plus de 2A et de 2B qui fleurissent à Angers et dans ses environs. Les plaques corses sont en effet parmi les plus demandées, parmi les plaques d'immatriculation. Les raisons, certains pensent être davantage en sécurité, d'autres ne veulent pas être embêtés quand ils vont en Corse ou moins klaxonnés. Il y en a même qui pensent qu'ils ne seront pas arrêtés par la police. Il y en a même qui ont des plaques corses à Paris, non, Saveria?
Oui, absolument. Dans la Voie du Nord, c'est le sens de la fête avec les carnavals un peu partout en France. C'est la saison des carnavals. J'en ai vu à Bordeaux hier, il était particulièrement joyeux. Venise a donné le coup d'envoi la semaine dernière, le coup d'envoi des festivités du carnaval sur le double thème de la beauté et de la vanité. En France, c'est à Dunkerque, dans le nord de la France, qu'on trouve une des traditions les plus farfelues. C'est devenu une tradition depuis les années 60. Le maire de la ville jette des harengs à la foule en délire. 450 kilos de poissons ont été jetés hier depuis le balcon de la mairie. Bon, jeter des harengs. Ça plaît à tout le monde. Le jeter de harengs deviendra à la mode. Merci Saveria, on vous retrouve en troisième partie pour l'actualité parlementaire de notre émission. Dans un instant, c'est le Club de la Presse. À tout de suite. Club de la Presse avec Jean-Louis Picot. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de l'édition Écho, supplément du Parisien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et bonjour Jean-François Beige, du Courrier du Parlement. J'en parlais il y a un instant avec vous. On abordera tout à l'heure, deuxième partie d'émission, ce qui se passe en Algérie. On va parler, Jean-Louis Picot, tout d'abord de la ministre du Travail que vous avez mis face aux entrepreneurs. Entrepreneurs et entrepreneurs ES aussi, puisqu'on parlera ensuite de cette journée internationale des droits des femmes qui a lieu donc dans le monde à partir de le 8 mars. Vendredi prochain. Vendredi prochain, le 8 mars. Tout d'abord, Muriel Pénicaud face aux entrepreneurs. Alors, d'abord, Muriel Pénicaud, elle vient du monde de l'entreprise. Oui, elle vient du privé, c'est vrai. Elle a fait Danone, elle a fait ADP, elle a fait pas mal de Orange aussi, en tant que DRH. Donc elle connaît très bien toutes ces problématiques, notamment de ressources humaines. Elle était directrice dans tous ces groupes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans sa façon de s'exprimer, et je dirais dans un discours qui n'est pas langue de bois, qui n'est peut-être pas celui dans sa forme qu'on entend d'habitude avec les politiques, elle a un côté très, très direct et c'est plutôt agréable et plutôt rafraîchissant. Elle est cotée comment, Jean-François Beige? Vous êtes le rédacteur en chef du Courrier du Parlement, la ministre du Travail. Elle est très bien vue. Le seul bémol, c'est elle traîne une affaire qui est mal réglée. Dès son entrée en fonction, on a ressorti un dossier concernant la promotion des entreprises françaises. C'est l'organisation de l'événement de Las Vegas. Voilà. Où Emmanuel Macron s'était rendu. C'est ça. Pendant la campagne en tant que candidat. Alors ça plombe un peu, je pense, son expression publique, parce qu'elle a toujours peur qu'on lui parle de ça. Mais c'est quelqu'un qui est quand même, dans ses interventions à l'Assemblée notamment, qui est extrêmement précise. Et comme le dit mon confrère, pas du tout langue de bois, et ça fait du bien. Alors, dans cette interview qu'elle vous donne notamment, on parle de la révolution numérique, et la question est posée, la révolution apportée par le numérique va-t-elle détruire des emplois ou les transformer ? Et alors là, la réponse m'a surpris, il y aura 10 à 15% de destruction d'emplois pour 10 à 20% au fond de création. Donc ça va s'équilibrer, c'est ça? La révolution numérique ne va pas procurer autant d'emplois qu'on ne pense? Elle va en procurer. La problématique, c'est pour qui et comment compenser tous les emplois qu'elle va détruire. Puisqu'on sait très bien que, pour prendre qu'un exemple, celui de l'industrie, toute la chaîne de production est en train de complètement changer. Elle a déjà énormément bougé. La robotisation notamment. Voilà, donc tout le développement de l'intelligence artificielle notamment apporte justement des performances nouvelles qui vont se faire à la place de métiers qui existaient jusque-là. Donc tout l'enjeu justement, et on en a parlé, c'est de mettre en place les formations pour compenser ces destructions d'emplois. Les formations pour tous, Jean-Louis Picot, pardon, je vous interromps, y compris pour, j'allais dire, on va dire les seniors ou les gens qui sont en fin de carrière professionnelle, possible. Les gens qui peuvent se reconvertir, qui peuvent faire l'acquisition de nouvelles compétences, parce que là aussi c'est l'enjeu, c'est-à-dire que les nouveaux métiers sont à plus forte compétence que les anciens. Donc là aussi, l'enjeu, c'est les jeunes, voilà, les seniors, notamment les jeunes, mais pas seulement, puisqu'il y a des gens qui sont déjà dans l'emploi. Bon, je parlais de l'industrie, mais c'est vrai dans des tas de métiers. La problématique qu'on a aujourd'hui, et Muriel Pénicaud le dit très directement, quand elle parle de formation, elle dit on peut faire des prévisions sur 2 à 5 ans par rapport à ce qu'on va proposer comme contenu de formation, mais à l'échelle de 15 ans, on ne sait pas ce que vont devenir ces métiers.
métiers, sachant qu'il y a un métier sur deux qui est touché par la révolution numérique. Donc il faut absolument être très rapide et s'adapter, sachant que le numérique évolue sans cesse et très très rapidement. Donc il faut absolument suivre ça, d'où justement cette responsabilité qui est confiée aux entreprises, là aussi je cite Muriel Pénicaud, pour définir le contenu des formations. Elle dit les entreprises savent beaucoup mieux que nous, État, quels sont les besoins. Donc c'est à elles de s'investir pour, avec nous, mettre des choses en place. Jean-François Beige. Oui, ce qui est très important, c'est de développer d'être formé à l'adaptabilité et à la reconversion rapide, c'est-à-dire savoir se reconvertir très rapidement. Le métier de chauffagiste, on ne sait pas du tout ce qui sera dans 2 ans, c'est même pas 5 ans. Est-ce qu'on aura des pompes à chaleur, on ne sait pas. Et elle dit qu'il va falloir être prêt à ce que la formation continue concerne tout le monde. C'est-à-dire que les choses, encore une fois, évoluent tellement vite que vous allez être amené à faire d'autres choses. On est toujours dans le concept on changera plusieurs fois de métier dans sa vie. On est toujours là-dessus. On est complètement là-dedans. On changera soit d'entreprise, soit on changera de poste dans carrément de société, métier. Soit carrément de métier, parce que encore une fois, les métiers évoluent et dans un même domaine, on ne demande pas forcément les mêmes choses que celles qu'on réclamait il y a quelques années à une personne. Alors, dans ce Face aux entrepreneurs, donc de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, elle revient sur la parité dans les entreprises et elle dit, sur la parité, les entreprises ont une obligation de résultat. J'en viens donc à la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars, vendredi prochain. Oui, alors là aussi, elle a un discours assez percutant. Alors ça tombe bien parce que justement, elle met en place en ce moment son fameux index de l'égalité. Alors je vais expliquer de quoi il s'agit, mais en introduction, elle dit il y a une loi qui dit à travail égal, salaire égal depuis une 50aine d'années. C'est une des lois les moins appliquées en France. Donc pour vous donner un petit peu un état des lieux. Donc à partir de là, elle dit désormais les entreprises doivent avoir une obligation de résultat par rapport à la parité. D'où ce fameux index de l'égalité qui oblige depuis, alors la dernière limite pour envoyer leur dossier c'était le 1er mars, donc c'était la semaine dernière, qui oblige les entreprises dans un premier temps de plus de 1000 salariés à donner une sorte d'état des lieux, entre guillemets, à la fois de l'égalité des salaires hommes-femmes dans l'entreprise, des possibilités d'évolution pour les femmes dans l'entreprise, et puis aussi, en ce qui concerne les équipes dirigeantes, de dire est-ce qu'il y a eu un équilibre entre les hommes et les femmes. Donc elles ont, une fois ce bilan présenté, 3 ans pour se mettre au clair. Et comme dit Muriel Pénicaud, d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose de voulu de la part des entreprises de mettre les femmes sur le côté, c'est quelque chose d'inconscient. Certaines entreprises n'en ont même pas elles-mêmes conscience. C'est des sujets dont on parlait il y a quelques années. Comme dit Adroumanoff, plutôt que féminiser les noms de métiers, on dit une auteure, il valait mieux masculiniser les salaires. Absolument. Alors, il y a des préjugés, là, toujours tenaces. Donc, c'est amusant, c'est en page 10. Les femmes ne sont pas faites pour être au pouvoir. Jean-François Beige, je vais vous demander votre avis là-dessus, parce qu'en fait, c'est le préjugé numéro 1. Après le préjugé numéro 2, les femmes donnent la priorité à leur vie familiale. Numéro 3, les femmes ne sont pas faites pour la science, d'ailleurs. Oui, pourquoi ces préjugés là, qui ont la vie dure quand même? Oui, c'est comme ça. On n'effacera pas des siècles de société patriarcale d'un trait de plume. Mais tout est faux. On le sait. Toutes les études scientifiques, biologiques, même les gens de la plus grande mauvaise foi sont quand même obligés de reconnaître qu'il n'y a pas de différence dans aucun domaine, que la science... Il y a de nombreux exemples d'ailleurs qu'on présente dans notre dossier, avec des personnes, des femmes qui ont repris des entreprises familiales, des femmes qui dirigent des services avec un management tout à fait efficace. Ce qu'il faut dire aussi, on parlait du numérique, c'est que là aussi c'est très symptomatique. 95% des effectifs des startups aujourd'hui, ce sont des hommes. Donc comme là aussi dans l'entretien, la ministre le dit, si on ne va pas vers des solutions par rapport à ça, dans 20 ans, on aura la même discussion qu'on a aujourd'hui sur ce problème de parité. Et puis il y a aussi une sorte de plafond de verre avec des femmes qui, dans ce contexte, n'osent pas parfois répondre aux candidatures parce qu'elles se disent ça va être encore pour un homme, donc moi je n'y vais pas. Bon, alors qu'elles ont les compétences. 56% des femmes cadres estiment que leur grossesse a été un frein dans leur carrière quand même. Oui, absolument, parce que déjà là aussi, je reviens à l'index de l'égalité, mais déjà au niveau salarial.
il n'y a pas obligation, quand une femme revient d'un congé maternité, de la mettre à niveau des augmentations de salaire qui ont été promulguées entre-temps. Donc là aussi, ça fait partie des nouvelles mesures. Il va y avoir obligation. Et c'est vrai que là aussi, problème de salaire, un patron qui embauche une femme va peut-être se dire « Ah ben à un moment, elle va s'arrêter pour s'occuper de ses enfants, donc ça ne m'intéresse pas de lui proposer des responsabilités. » Un peu de provocation, Jean-François Beige. Ouais, je pense qu'on peut prendre beaucoup d'exemples dans les sociétés scandinaves et sociétés nordiques où c'est quand même beaucoup mieux organisé, le travail des femmes. Un peu de provocation, je disais, à quand une prochaine femme Premier ministre? Je crois que objectivement, rien ne l'empêche. Après, il faut trouver la bonne. On se rappelle d'Édith Cresson, qui était Premier ministre de François Mitterrand. Qui était restée 8 mois à Matignon. Oui, mais elle a été victime, elle l'a dit très bien d'ailleurs dans ses souvenirs, et elle en parle encore. Je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Et le problème, c'est qu'elle a été plus attaquée et critiquée par justement le machisme ambiant. À l'intérieur de sa propre famille politique, mais on ne peut pas vraiment lui reprocher des erreurs flagrantes. Au contraire, il y a énormément... Sur l'apprentissage notamment, elle était, mais oui, elle était extrêmement pointue. Elena à Strasbourg, elle y est restée, et puis il y a eu une tas de choses qui ont été faites. C'était plus un style, je crois, qui était très remis en cause. Elle avait un style très percutant, là aussi, justement, peut-être en réaction par rapport à ces doutes. La bourse, j'en ai rien à... Cirer. Merci Jean-François Beige. Muriel Pénicaud, face aux entrepreneurs, c'est donc le supplément éco du Parisien, avec aussi des patronnes qui racontent leur itinéraire. Il est passionnant, on n'en a pas parlé, mais là, il y a 3 patronnes, elles racontent comment elles se sont forgées. Puis une dernière anecdote, une carrière. pour le coup, tellement symbolique, c'est cette femme qui a ouvert une cave à vin avec son mari, donc ils étaient complètement associés, et égaux au niveau des fonctions. Et quand des gens s'adressaient à elle, qui leur donnaient des conseils, les gens se retournaient régulièrement vers le mari pour dire ça va, c'est vrai ce qu'elle me dit. Enfin, vous confirmez. Voilà, c'est très, très symptomatique comme réaction. Souvent les femmes d'ailleurs. Les femmes aussi, mais oui, bien sûr, il y a des préjugés partout, des deux côtés. De même que les hommes doivent s'investir justement pour la parité, eux aussi dans le. Je rappelle la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, vendredi prochain, et puis ce supplément éco très bien fait du Parisien comme d'habitude. Merci Jean-Louis Picot avec Muriel Pénicaud face aux entrepreneurs. On vous retrouve évidemment deuxième partie d'émission après l'invité politique Aurélien Taché, le député La République En Marche du Val d'Oise, qui est notre invité ce matin. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais également dans les départements français des Outre-mer. A tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, dans quelques minutes, c'est Aurélien Taché, le député La République En Marche du Val d'Oise, qui est notre invité politique qui sera sur ce plateau. Tout de suite, on va se rendre du côté du reste du monde avec le Zap Monde de TV5 Monde, ce que vous devez retenir de l'actualité dans le monde en quelques minutes, avec évidemment Abdelaziz Bouteflika qui dépose sa candidature et Alger qui descend dans la rue. Regardez ces images. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.
dès l'annonce de la candidature de Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 18 avril. Malgré une forte présence policière, la jeunesse algérienne est sortie spontanément dans les rues de plusieurs villes d'Algérie pour des marches nocturnes et pacifiques, une contestation inédite au-delà des partis mobilisés dans la journée. Cette candidature est une fuite en avant, c'est un passage en force, c'est un viol caractérisé et scandaleux de la volonté collective et la souveraineté populaire. Si l'humeur de Tel Aviv faisait office de sondage préélectoral, Benyamin Netanyahou aurait de quoi s'inquiéter. Depuis que le procureur général a annoncé son intention de l'inculper pour corruption, abus de confiance et fraude, l'opinion publique israélienne vacille, même si la menace judiciaire galvanise son électorat. Nous le soutenons, c'est une injustice amplifiée par les médias depuis de nombreuses années. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas, mais il devrait être traité selon la loi. Le Premier ministre devrait démissionner, rentrer chez lui et gérer ses ennuis judiciaires en dehors de la campagne électorale. Son nom refleurit sur les pancartes, signe que le sénateur du Vermont est de retour. À 77 ans, Bernie Sanders a lancé sa campagne pour la présidentielle de 2020 à New York devant 3000 personnes. Sa première cible s'appelle Donald Trump, qualifié de président le plus dangereux de l'histoire américaine moderne. Contrairement à Donald Trump, qui a fermé le gouvernement et laissé 800 000 fonctionnaires fédéraux sans salaire pour payer leurs factures, je sais ce que c'est de faire partie d'une famille qui vit d'une paye à l'autre. Living Neverland, un documentaire de 4 heures qui accuse Michael Jackson d'agression sexuelle au travers de témoignages de 2 victimes présumées, James et Wade, adultes aujourd'hui. L'un et l'autre affirment que l'artiste a abusé d'eux lorsqu'ils n'avaient que 7 et 10 ans. He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail. There's no thoughts of this is wrong or anything like that. Mais après, j'ai eu cette crainte. Si je ne fais pas ça, je vais perdre ce sentiment d'être le préféré de Michael. Si je ne le fais pas, que va-t-il se passer? Que deviendra notre amitié?